Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Antoine, bonjour. Donc, tout d'abord, bienvenue à ce 10e festival de géopolitique. Donc, c'est un événement majeur ici qui rythme l'année à l'école de management de Grenoble. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui donc Monsieur Antoine, qui nous fait le plaisir de venir pour la 5e fois. C'est un ancien officier de gendarmerie, aujourd'hui géopolitologue, spécialiste du trafic d'armes et de la criminalité organisée. Il a notamment écrit 2 livres, donc le premier au cœur du trafic d'armes des Balkans aux banlieues, et le deuxième, Armes illégales, le trafic d'armes à feu en France, publié en 2015. Donc, professeur des géopolitiques à l'INSEC Business School et intervenant à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Il est également président fondateur d'Arcalise, donc une société d'expertise et de conseil en géopolitique et géostratégie pour les entreprises. Également président fondateur donc, de CityPol, qui est donc une filiale d'Arcalise, et un cabinet de conseil et d'audit en matière donc, de sûreté et de sécurité pour les entreprises, privées et publiques. Donc, fort de ses expériences de terrain et de ses missions à l'international, donc Monsieur Antoine a pu observer donc, les filières légales et illégales d'approvisionnement d'armes. Et il va vous parler aujourd'hui donc des armes à feu aux États-Unis et donc des enjeux politiques, géopolitiques et sécuritaires qui sont associés. Cette conférence durera 40 minutes. Donc, elles seront animées par Monsieur Antoine, puis suivront 15 minutes de questions publiques au cours desquelles vous pourrez poser toutes vos questions à Monsieur Antoine. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle conférence. Voilà, je laisse le micro à Monsieur Antoine. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Je vais vous parler du problème des armes à feu aux États-Unis. On va partir de ce qu'est une arme à feu. Tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais dans l'inconscient d'un être humain. Une arme à feu, c'est ce qu'il y a au bout de la main. Parce qu'on le tient avec la main. C'est une extension de sa puissance. Il faut d'emblée garder ça en tête. C'est ce qui a permis à l'homme de toucher son adversaire bien plus loin que quand il avait la machette, ou le silex, ou les poings. Mais c'est exactement la même chose. Et ça, on le retrouve partout dans l'histoire et sur tous les continents. Le cas des États-Unis est vraiment différent pour plusieurs aspects sur lesquels on va revenir tout au long de cette conférence. Alors avant de vous parler des enjeux sécuritaires, bien sûr, politiques, géopolitiques, je vais faire une toute petite aparté pour vous donner quelques chiffres sur les enjeux économiques. Le commerce des armes à feu aux États-Unis représente un peu plus de 50 milliards de dollars par an. Armes à feu. Il y a à peu près 10 millions d'armes produites chaque année aux États-Unis. 4 millions sont des pistolets automatiques, 750 000 sont des revolvers et 4 millions de fusils. Et dans l'ensemble de ces données et de cette production nationale approximative, bien sûr, cette production nationale annuelle, 1% est exporté. Ça veut dire que 99% reste en circuit national, quitte à, parce qu'après certaines armes quittent le territoire, mais ça c'est plus illégal. Alors dans ces 51 milliards, plus de 3 milliards de dollars reviennent aux commerçants eux-mêmes. C'est pour vous donner un peu une image du poids des armes. Ça représente environ 300 000 emplois directs et indirects, assurés grâce à cette production et ce commerce des armes. Alors, au-delà de cette production, il y a aussi des taxes, et il y a environ 6,5 milliards de taxes annuelles qui repartent à l'État. 6,5 milliards de dollars. Et on est dans un pays où vous avez, pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis et peut-être dans des écoles publiques, environ 70%, c'est-à-dire presque les 3/4 des écoles publiques aux États-Unis organisent la pratique du tir.
C'est-à-dire que plutôt que de faire de la danse, de faire du dessin, de l'informatique, eh bien, vous allez décider à un moment donné de faire du tir à l'arme automatique à 22 ans. Ça peut vous choquer, mais vous comprendrez pourquoi, j'espère, à la fin de cette conférence, j'aurai essayé de vous expliquer pourquoi ça ne peut pas choquer aux États-Unis l'Américain, qu'il ait 7 ans, 8 ans ou 70 ans. Il y a 3 enjeux sécuritaires, politiques et géopolitiques qu'on va voir aujourd'hui. Les enjeux sécuritaires, je vous les laisse lire, ils sont excessivement simples. C'est soit la délinquance, soit les tueries de masse. Alors, tueries de masse ou tueries sur les campus, on le voit très régulièrement, quasiment un jour sur deux. Le 14 février à Parkland, en Floride, ça a un impact énorme parce que des jeunes ont dit on va reprendre la main pour essayer de combattre ce lobby des armes et essayer d'apporter des réponses. Mais sinon, un jour sur deux, il y a des tueries. À tel point que Barack Obama avait dit maintenant on est habitué et on va l'accepter tout simplement. Et c'est normal entre guillemets. On est habitué à ce que des jeunes de chez nous meurent sous les balles dans les universités. Mais il y a aussi des enjeux avec la criminalité et la délinquance, qui, au plus loin, c'est excessivement important, amène jusqu'au terrorisme. C'est-à-dire que des hommes ou des femmes vont décider d'utiliser de ces armes pour tuer d'autres Américains dans un but terroriste. Et ça va être cet enjeu sécuritaire précisément, que ce soit le terrorisme ou la délinquance, vont devenir des enjeux mis en avant par les pro-armes pour dire on a besoin de toujours plus d'armes pour justement limiter. Alors, durant toute la conférence, je préfère le dire dès le départ, il n'y aura aucune notion de valeur de ma part, hein. Je ne suis ni pour ni contre, comme disait l'autre, bien au contraire. C'est-à-dire que j'observe, j'analyse et je vous donne le fruit de cette analyse. Je ne prends fait et cause pour personne. Mais il est un fait que ceux qui prennent, pour exemple, la lutte contre la délinquance pour demander à ce que la production d'armes et la maîtrise, l'arms control, comme on dit, qu'on traduit mal par le contrôle des armes, mais la maîtrise des armes puisse être amplifiée aux États-Unis pour limiter cette délinquance. Et sur la base de cet enjeu sécuritaire, il y aura la volonté de toujours plus. Est-ce que vous avez suivi l'après-tuerie de Parkland ? Il y a eu donc des élèves qui ont été reçus à la Maison-Blanche et qui ont dit on aimerait arriver à un certain contrôle supplémentaire. Résultat des courses, d'accord, on va donner encore plus d'armes au corps enseignant pour essayer de combattre éventuellement une tuerie. Ça vous fait tous rigoler. Mais pas du tout là-bas. Si vous êtes déjà allé dans une école, vous avez des pancartes, comme vous auriez devant GEM, pas de bombes, pas de pistolet automatique, pas de revolver, pas de fusil d'assaut. Voilà ce que vous n'avez pas le droit de prendre. Vous avez le droit de, par exemple, prendre telle arme si vous avez le port d'armes caché ou pas. C'est normal et on va voir pourquoi c'est normal dans l'esprit américain. Parce qu'il y a des enjeux politiques. Ces enjeux politiques, on caricature un peu en disant que ce sont les républicains contre les démocrates. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais globalement, les démocrates sont plutôt pour un contrôle, type Hillary Clinton, et les républicains sont plutôt contre ce contrôle, pour une plus grande liberté, parce qu'il y a un esprit et un ADN derrière. Et puis, il y a certaines rivalités entre ceux des villes et ceux des champs, si on veut un peu parler comme La Fontaine. Le monde rural, plutôt avec l'esprit cow-boy, se trouve normalement porteur d'une arme, parce que c'est l'esprit américain. Dans les villes, moins besoin. Et les villes plus démocrates penchent plutôt pour le contrôle des armes, alors que le vote républicain, qui reçoit 17 millions de dollars par la NRA, alors que pour un démocrate, il y a 250 $, il y a un déséquilibre dans le lobbying qui fait que le Parti républicain est quand même pour. Et puis, il y a deux choses importantes pour comprendre politiquement et géopolitiquement pourquoi il y a cette situation. Tout d'abord, l'arme à feu fait partie de l'ADN, on reviendra sur ce point, fait partie de l'ADN de la constitution au sens fabrication des États-Unis d'Amérique. Mais ce pays des États-Unis d'Amérique
dont les fondateurs se voyaient comme une nouvelle terre promise, avec une destinée manifeste. Il y a eu la terre promise, Israël, on va dire maintenant, mais il y a une nouvelle terre promise. C'est le pays, le territoire des États-Unis d'Amérique. Et à ce titre, il est normal de le protéger et de se protéger contre ceux qui voudraient détruire cet idéal. Les enjeux géopolitiques sont bien sûr externes et internes, comme toujours. Alors dans les enjeux internes, on retrouve les représentations de certaines populations qui sont plutôt pour, d'autres plutôt contre, démocrates, républicains, souvent. Et puis, il y a la rivalité profondément ancrée de certains Américains qui cultivent un manque de confiance face à l'État fédéral. Et vous allez toujours retrouver, quand une décision doit être prise au niveau fédéral, Washington, et que ce n'est pas politiquement nécessairement intéressant, la mission sera redonnée aux États, ce qui en soi est logique. Mais des deux côtés, il y a une volonté de redonner la tâche et la responsabilité à l'autre. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça bloque. Et le moment donné, c'est quasiment toujours. On l'a revu avec Parkland. On va, comme il y a des tueries, on va limiter la vente de bump stocks. Alors les bump stocks, c'est un mécanisme que vous mettez sur les armes pour éviter qu'elles tirent en rafale. Or, là où vous faites le plus de victimes, c'est au coup par coup. Donc forcément, ça risque pas de vraiment régler le problème. On va dire, on ne vend plus à 18 ans, mais à 21. Ils tueront à l'âge de 22. Oui. Donc, malheureusement, ce sont des petits détails, entre guillemets, de choix politiques qui ne vont pas régler le problème en soi, qui est l'énorme pénétration des armes au sein de la société américaine. Alors, c'est important de revenir un peu en arrière pour comprendre vraiment le problème. Au départ, la construction de la nation américaine, il y a les armes à feu. Les armes à feu parce que le second amendement de la Constitution des États-Unis demande à ce que chaque citoyen puisse être armé pour protéger son pays. Alors qu'en France, au même moment, on verra tout à la fin, je vous prendrai les deux textes, l'amendement Mirabeau, qui disait la même chose, mais avec une différence géopolitique de taille à l'époque, le mot géopolitique n'était pas utilisé, c'est que l'ennemi était extérieur aux États-Unis. C'était l'anglais, le français. Et il fallait protéger ce qui venait de l'océan Atlantique. Donc il fallait laisser la possibilité à l'ensemble de ces citoyens de se regrouper en milices pour combattre l'ennemi. Au même moment, en France, l'amendement Mirabeau prévoyait exactement le même texte, ou presque. Mais l'ennemi n'était pas extérieur, il était intérieur, et c'était les contre-révolutionnaires. Et si cet amendement laissait la possibilité à chaque citoyen, donc aussi aux contre-révolutionnaires, de s'armer, c'était donner le bâton pour se faire battre. Dans la nuit, avant que la loi de 1791 soit votée, l'article numéro 10 sur l'amendement Mirabeau a été enlevé. Pour plein d'autres raisons politiques, mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors, cette raison culturelle qui se fonde sur le second amendement a une portée politique et philosophique monumentale. Parce que c'est ce second amendement qui va autoriser chaque Américain, y compris les enfants, à s'armer selon les lois des États, de chaque État. Et chaque État garde la main sur sa capacité à autoriser ou pas la vente d'armes, à quel âge, à quel nombre d'armes, quel type d'armes, automatique ou coup par coup. Ce qu'on appelle automatique, c'est full auto, coup par coup, c'est semi-auto. Vous allez avoir la possibilité d'acheter tel type de munitions, de le porter sur vous caché, enfin dissimulé ou pas, ou de ne pas l'avoir sur vous dans la rue. Enfin, chaque État va définir sa politique. Ce qui fait que l'État fédéral, constitutionnellement, n'a pas vraiment son mot à dire, sauf dans une mission qui est principale, qui est de protéger la Constitution et les acquis de la Constitution. Or,
Comme le second amendement dit que les citoyens ont le droit de s'organiser en milices armées pour protéger leur pays, la mission de l'État fédéral est de protéger ce texte qui autorise les miliciens, les citoyens, à s'organiser en milices armées. Vous voyez là où le serpent se mord la queue. C'est-à-dire que si vous voulez changer la problématique de l'acquisition des armes à feu aux États-Unis, il faut changer la Constitution. Il n'y a pas d'autre solution. Mais changer la Constitution d'un pays, alors la Constitution au sens, pas Ve République, au sens de la Constitution totale, la construction du pays, ça devient quasiment impossible. Depuis la constitution du pays, dans son ADN, le citoyen américain a également le droit d'apposer au pouvoir fédéral un contrepoids. Et c'est, dans ce que disait Tocqueville à l'époque, c'est une volonté de pousser la démocratie à l'extrême. C'est-à-dire que moi, citoyen, sans faire de jeu de mots, mais en tant que citoyen, j'ai le droit d'être armé pour faire contrepoids au pouvoir fédéral. Donc je suis garant, grâce à ça, du niveau démocratique de mon pays. C'est-à-dire que si l'État fédéral me pousse à limiter ma capacité à être contrepoids, ça veut dire que le niveau démocratique baisse. C'est-à-dire que si vous voulez limiter la vente d'armes et la détention d'armes aux États-Unis, vous devenez moins démocratique. Et tout ça, c'est porté directement par le citoyen, dans sa culture, en gardant en tête tout l'effet cow-boy dans certains territoires, qui est encore présent. Au XIXe siècle, après la guerre de sécession, il y avait une population américaine qui était totalement dévastée d'un point de vue social et d'un point de vue politique. Plus aucun intérêt à l'identité du pays. Et cette perte identitaire a été utilisée par plusieurs firmes de production en armement qui ont globalement reçu pour mission de redonner une fierté. Il y avait Winchester et il y avait Colt. Et ils sont allés chercher un homme, William Cody, surnommé Buffalo Bill. Ils lui ont dit, on va te mettre dans un train et tu vas sillonner l'ensemble des États-Unis pour montrer l'intérêt de l'homme. Alors, ce n'est pas comme au Canada, l'homme avec le bûcheron. Là, c'est l'homme avec le fusil. Mais le fusil, Winchester, et le pistolet, Colt. Et petit à petit, deuxième partie du 19e, une certaine fierté est revenue chez les hommes, et donc une identité américaine, mais qui s'est ancrée très profondément, et dont nous-mêmes, on a été témoins. Et c'était vraiment un besoin, comme je l'ai écrit sur le slide, un besoin de réarmement moral. Les États-Unis sont en lambeaux, il faut recréer une identité nationale. Mais tout ça sur un fond de méfiance de plus en plus forte face à l'État fédéral. Et en 1871, des détenteurs se sont organisés au sein de la National Rifle Association, la fameuse NRA, pour encadrer, pas pour faire du lobbying au départ, pour encadrer ces détenteurs, pour qu'ils sachent maîtriser ces armes, pour éduquer la population blanche au départ contre les accidents dus aux armes. Et le dernier point, je vous laisse le lire, tout simplement, de manière très simple, sauver la nation américaine. Parce qu'il y a toujours dans l'inconscient américain ça, je dois sauver. On le retrouve, il y aura des conférences, je crois que vous avez une conférence excessivement intéressante sur le cinéma américain. Vous le retrouvez dans Hollywood. C'est toujours quelqu'un, un citoyen des États-Unis qui sauve le monde. Toujours. C'est jamais un Norvégien, c'est jamais un Colombien, c'est jamais rarement un Français, c'est toujours l'Américain du fin fond des États-Unis. Mais ça les porte, je ne critique pas du tout, mais ça les porte. Ça les porte parce que ça les pousse à aller toujours plus loin. Et l'armement individuel en fait partie. Au XXe siècle, il y a eu un effet déclencheur. Le 22 octobre 68,
le président a fait voter le Gun Control Act. Le but, c'était de restreindre le droit des armes, justement. Et ça a traumatisé tout le monde. Parce que plutôt que d'avoir un effet d'amoindrissement, il y a eu une réaction sur les droits civiques. C'était la pleine période depuis 1966 sur les droits civiques. Beaucoup de groupements, Black Panther ou autres, ont dit on a des droits civiques. Et les détenteurs blancs ont dit mais nous aussi, en fait. Nous aussi, on a des droits civiques. On a le droit de sauver la nation, on a le droit d'être armé, on a le droit de circuler avec. Et ça a réenclenché, quasiment 80 ans après, ça a réenclenché la fierté de porter une arme et ça ne s'est pas arrêté depuis. D'accord ? Et c'est à partir de 1968, et pas avant, c'est à partir de 1968 que on va dire, le texte du second amendement a été mis en avant. Avant, il ne l'était pas. C'était normal pour tout le monde. Mais quand il y a eu les droits civiques, et le problème avec toutes les manifestations, les émeutes, le texte du second amendement a été mis sur le devant de la scène en disant n'oubliez pas qu'il y a ce texte qui nous autorise en tout temps et en tout lieu à nous organiser en milices armées pour sauver le pays dont vous faites partie. En géopolitique, on parle dans ce cas-là de représentation. Ce sont des représentations sur des temps longs, plusieurs siècles, excessivement fortes aux États-Unis, que de l'autre côté de l'Atlantique, en la vieille Europe, on ne peut pas nécessairement comprendre, parce qu'on est des chasseurs. En France, il y a énormément de fusils de chasse, là-bas aussi, mais il ne faut pas oublier que c'est parti de la côte est pour aller vers la côte ouest, et ça a été un combat permanent. Et le combat permanent, il faut des armes. Donc tout le contrôle territorial d'est en ouest s'est fait grâce aux armements, et notamment aux armements individuels. Et la YAF, donc les Young Americans for Freedom, a lancé une vaste vague de protestations pour porter justement cette volonté d'assurer à l'Américain le droit de porter une arme. Alors, la volonté souvent est de montrer que l'Américain blanc est plutôt pro-armes et l'Américain black plutôt contre. C'est vraiment une vision européenne. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe aux États-Unis. Et on n'a même pas le droit de dire aux États-Unis. Parce que ça se passe d'une certaine manière en Floride, d'une autre manière en Alaska, autrement à Hawaï, et dans l'État de New York ou l'Alabama, c'est à chaque fois différent. Et même à l'intérieur de chaque État, vous avez des structures de micro-territoires où ça change. Parce que la représentation d'un fermier à la frontière canadienne n'est pas la même que celui qui est en Floride. Et il faut toujours le replacer dans un contexte territorial de plusieurs milliers de kilomètres. Ce n'est pas Paris-Strasbourg, quoi. Et à partir du moment où ce n'est pas Paris-Strasbourg, on a une amplitude territoriale qui fait qu'on a une amplitude de représentation. Sont nés, à partir de cette période, les gun shows. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les gun shows, on va dire que c'est le salon de l'auto, mais des armes à feu. Alors, au lieu de montrer des véhicules, on montre tous les types d'armes à feu. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer sur un nombre de gun shows aux États-Unis par an? Un chiffre. 50. 500. 200, on est des fous. Dernier chiffre. 1000, 5000. Sur tous les États-Unis, il y a 5000 gun shows par an. Des salons de l'auto qui sont en fait des salons des armes. Et vous allez même jusqu'à créer le Black Friday. Alors vous allez faire les soldes Black Friday, mais vous faites le Black Friday sur les armes. Et sur le Black Friday sur les armes, le dernier Black Friday a vendu combien d'armes? Non, moins. Non, en fait, c'est 201 000. On va dire 200 000. Mais avec toute une grosse partie qui a permis, en plus d'avoir le permis, c'est beau, mais qui a permis la délivrance de ce port d'armes, d'accord, selon les États. Donc, il faut imaginer des chiffres qui n'ont rien à voir. Il y a 365 jours par an et vous avez 5000
salons de l'auto qui sont en fait le salon des armes. Et puis, d'un point de vue géopolitique externe, la vente d'armes, c'est ni plus ni moins qu'un élément du hard power américain. Même s'il y a 1% de ces armes produites qui sont vouées à l'exportation, quand les États-Unis se projettent militairement sur un territoire, quand ils reviennent, la tradition veut qu'ils laissent les armes sur place. C'était ça au Vietnam, c'était ça en Irak, c'était ça en Colombie, c'était ça, enfin, Grenade. À chaque fois, ils laissent les armes. Il y a une vocation de « on vous laisse la possibilité de vous armer », puisque nous, on a la possibilité de s'armer, donc on vous la laisse aussi. Mais il y a aussi, si on laisse 200 000 armes sur place, il faudra bien les produire. Donc on va faire voter un petit texte pour reproduire, et les industries vont reproduire des armes. Donc il y a un cycle de la production permanent. Et puis chaque année, ou tous les 2 ans, l'État fédéral déstocke 150 000 armes, par exemple, du milieu militaire, du domaine public, et c'est vendu aux populations. C'est dans l'aboutissement de ce second amendement, toujours. Parce que si l'État fédéral est garant de la possibilité pour les citoyens de continuer à protéger la nation américaine, il faut lui donner les moyens. Donc on laisse aussi la possibilité de déstocker des armes pour les acheter pour sauver la nation américaine. L'élément qui est central de nos jours, l'acteur, c'est la NRA. Il y a 5 millions d'adhérents et les alliances sont surtout avec le Parti républicain. C'était le cas notamment avec Ronald Reagan. Ensuite, la famille Bush. Et puis maintenant, Donald Trump est quand même plutôt proche. Mais ce serait encore une trop grande réduction de dire oui, c'est un président républicain, donc ils vont être d'accord. Quand c'est un président démocrate, même s'il n'est pas d'accord, il ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce qu'a réussi à faire passer en 8 ans Barack Obama comme loi pour le contrôle des armes à feu? Aucune. Il a été en larmes devant son pupitre. Il a été bouche bée devant des massacres de Sandy Hook. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Rien. Et je pense que ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais quand vous attaquez, c'est comme si, je pousse, mais c'est comme si on disait, en France, on va changer, on enlève les Alpes. On enlève les Alpes, c'est fini. Les Alpes, on les démonte. Mais dans l'esprit américain, c'est la même chose. On ne va pas démonter les armes. On ne va pas les enlever. Ça veut dire qu'on n'est plus américain. Si on n'est plus américain, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a tout un ensemble d'acteurs pour et contre qui bataillent, mais qui ont des retombées, des impacts sur les autres pays que les États-Unis, qui prennent, pour exemple, ces acteurs, pour ou contre. Souvent, en Europe, ils prennent les acteurs pour. Parce que le but, c'est de se rapprocher pour connaître leur savoir-faire, connaître leur expertise dans le domaine du lobbying et pouvoir tout simplement se prononcer comme étant proche de ces acteurs. Donc on trouve la NRA, évidemment, avec ses 5 millions de membres, qui, depuis plusieurs années, a dépensé des centaines et des centaines de millions de dollars pas pour vendre ou faire vendre ou accepter la vente d'armes, pour que cette présence d'armes à feu et de munitions, parce que les armes à feu sont les munitions, c'est rien, il y a environ 14 milliards de dollars qui ont été dépensés là-dedans depuis plusieurs années pour pouvoir continuer dans leur esprit, parce que j'ai rencontré plusieurs membres, ils disent « mais moi, mon travail, en tant que membre de la NRA, consiste à continuer à être américain. » Tout est dit. Tout est dit. Continuer à être américain. Au sein de la NRA, vous avez énormément de chapelles. D'accord ? Mais certains n'hésitent pas à dire ça. Et certains acteurs en France se rapprochent aussi d'acteurs américains. Alors, la NRA, bien sûr, c'est le sommet, mais on a aussi le National Shooting Sport Foundation qui est une fondation pour le tir sportif, donc qui a plus une vocation éducative encore. Et certains, en Europe, en France notamment, le reprennent comme exemple pour revenir sur cet amendement Mirabeau.
Donc il y a des conséquences de ce qui se passe aux États-Unis dans les rivalités françaises. Parce qu'on dit, certes, on a enlevé l'amendement Mirabeau, mais on aurait très bien pu le laisser. Et c'était un contexte à l'époque. Mais avec la délinquance, avec le terrorisme en Europe et en France maintenant, pourquoi ne reviendrions-nous pas sur cet amendement Mirabeau pour autoriser tout simplement les Français à sauver la France comme les Américains sauvent la nation américaine? Et ça, on l'entend aussi. Mais ce sont deux cultures, deux contextes totalement différents. Vous avez des anti-armes et vous avez des pro-armes ou anti-armes qui sont anti-port d'armes aussi. Ce sont deux choses différentes. Vous pouvez avoir le droit d'avoir une arme parce que vous êtes chasseur, parce que vous voulez vous défendre chez vous, mais ce n'est pas pour ça qu'il vous laisse l'autorisation de le porter dans la rue. Mais ce débat, on l'a en France, hein, depuis les attentats de 2015. Il y a un couple, je crois, qui était victime des attentats sur les terrasses, qui étaient deux commissaires de police, si je me rappelle bien. Et certains disent, mais s'ils avaient été armés, puisqu'ils sont formés, peut-être qu'il y aurait eu moins de victimes. On ne sait pas. Mais il y a débat. Est-ce que les armes en plus grand nombre vont permettre, oui ou non, de limiter la menace? Toute la question est là, sachant qu'on n'a jamais la réponse. On n'a jamais la réponse. Alors maintenant, je voudrais mettre à l'honneur quelqu'un qui est dans notre salle, Lorenzo, si vous pouvez vous lever. Lorenzo a fait cette carte. On peut l'applaudir parce que c'est un jeune élève de terminale avec sa professeure et papa, qui a fait un travail depuis quelques temps à la main. Et je vous montre un peu tout le travail qu'il a fait. J'ai enlevé mes cartes et j'ai voulu mettre la sienne parce que en terminale, à 17 ans, 16. À 16 ans, en terminale, on est en France intéressé par la problématique des armes à feu. Je pense que c'est un exemple typique de ce qui se passe. Quand j'avais 16 ans en terminale, je n'étais pas du tout intéressé par ce qui se passait en termes d'armes à feu aux États-Unis. Bon. Mais ça montre une conscience de ce problème. Et le travail, alors il y a 3 cartes, mais globalement c'est la même. Vous voyez un peu la différence entre les différences de législation, ceux qui sont plutôt proches du second amendement, ceux qui ont aussi, c'est bien écrit, qui se sentent un héritage des cow-boys, qui est très présent. Et également, ce que cet armement légal permet en termes d'armement illégal ou légal pour les gangs. Parce que ça, c'est un vrai problème de sécurité publique. C'est quelque chose qui va avoir des conséquences. Mais par rapport à ce que je vous ai dit depuis bientôt une demi-heure, peut-être, il ne reste pas longtemps, je pense, le réflexe va être lequel? Vous avez des gangs qui s'arment, qui font de la prédation territoriale, des rivalités entre membres, entre gangs. C'est donc ni plus ni moins que de la géopolitique interne, sur des micro-territoires. Quel risque d'être le réflexe de l'État ou de l'État fédéral pour limiter l'impact de ces gangs armés, selon vous? Armer les citoyens de plus en plus pour limiter, et pas désarmer les gangs. D'accord? Alors, je vais terminer en vous montrant les 2 textes. Vous avez le second amendement. Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Ce n'est même pas, ne saurait être, ne sera pas transgressé, prenant en compte tout l'avenir. D'accord? Et l'amendement Mirabeau, à la même époque, tout citoyen a le droit d'avoir chez lui des armes et de s'en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres ou la liberté d'un ou plusieurs citoyens. Là, c'est par rapport à la légitime défense d'un citoyen. Aux États-Unis,
il y a une vocation encore plus forte. C'est carrément pour la nation. C'est pour l'ensemble de l'idée américaine. Ceux qui sont pour le second amendement vont vouloir protéger la liberté, vont vouloir protéger la démocratie, vont vouloir protéger le territoire. Le territoire. Et toute la progression de nombreux latinos qui viennent du Mexique, c'est vu et ressenti par tout un ensemble d'armuriers ou d'habitants du Texas aussi comme une invasion, par certains. Donc quand vous avez ce texte du second amendement, vous comprenez à un moment donné que toutes les tueries qu'il y a aux États-Unis, aussi monstrueuses soient-elles, aussi catastrophiques soient-elles, toutes les décisions, les manifestations, les volontés de limiter, de passer de 18 à 21 ans ne donneront rien. Rien, du moins pas dans les 50 prochaines années. Parce que sinon, il faudrait, à mon avis, recommencer entièrement la constitution, la fabrication des États-Unis. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Et merci à Lorenzo. Monsieur Antoine, je vous remercie pour cette conférence. On va à présent passer donc aux questions publiques. Donc, est-ce que vous auriez des questions? Donc, vous avez 15 minutes pour poser toutes vos questions à Monsieur Antoine. Donc, oui, il y a une question là-bas. Je voulais vous demander, merci pour la conférence. Donc je voulais vous demander, vous avez parlé beaucoup de la dernière grande fusillade, on va dire, parce qu'il y en a eu depuis le 14 février, de Parkland. Du coup, depuis un mois, il y a eu tout un mouvement, et notamment le 24 mars, il va y avoir une marche à Washington. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ce sera la bonne? Ou comme Sandy Hook, il n'y aura rien de fait après cette fusillade? Non. Non, j'explique pourquoi non. Non, parce que 300 000 emplois directs, indirects, parce que 51 milliards annuels de marché, parce que fabrication ADN des États-Unis d'Amérique, parce que facteur de liberté et de niveau démocratique, parce que second amendement. Donc non. Au midterm? Non, je pense pas. Je pense pas, parce que si c'était républicain, pro-républicain, tous pour les armes, pro-démocrates, tous contre les armes, et ça sur l'ensemble du pays, ça pourrait être jouable. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez des démocrates qui sont pour les armes, et vous avez des républicains qui sont plutôt contre aussi. Alors, vous allez avoir des mesures un petit peu périphériques, c'est-à-dire Walmart a dit, nous maintenant, on arrête certaines ventes, mais qu'est-ce que ça va changer? Ceux qui voulaient aller acheter chez eux iront acheter chez l'autre. Donc c'est vraiment pour la réputation. Mais il n'y a pas vraiment de possibilité en soi, soit avec un énorme clash, ce que personne ne souhaite, soit avec plein de petites touches. Mais toutes ces petites touches, à un moment donné, vont buter sur le texte du second amendement. Et vont dire, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce texte? Ça veut dire qu'il faut le changer, mais tant qu'on y est, si on touche au second amendement, on va voir pour le premier, on va voir pour les autres, autant tout refaire. Donc ça bute vraiment, depuis 50 ans. Oui, merci de me donner la parole. J'aurais une question relative au problème de santé publique, pour les morts violentes dues par arme. Alors, je vais connaître un peu les chiffres aux États-Unis, sachant que, par exemple, en France, il y a 50 000 morts par an dues à des problèmes pulmonaires, les morts prématurées dues à la pollution, par exemple. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'une mort violente est, du point de vue
santé publique plus importante qu'une mort, j'allais dire douce, à travers la pollution? Est-ce que vous avez cette réflexion aux États-Unis, par exemple? Les morts violentes versus les morts dues à l'alcoolisme en France, par exemple, qui est une principale source de mort, non naturelle, enfin non naturelle, dirons prématurée. Et quel est ce pourcentage aux États-Unis? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a cette réflexion sur la différence entre les morts violentes et les morts douces, entre guillemets, par maladie. Mais je pense que la question ne se pose pas en soi, puisque la mort par arme à feu peut être soit un homicide, soit un accident, soit un suicide. Donc dans les deux cas, il y a une action de l'homme. Dans les trois cas, il y a une action de l'homme. Une mort douce par maladie longue, je ne sais pas si on peut dire douce, mais une mort par maladie longue, il n'y a pas nécessairement une action d'un homme, d'un système polluant ou pas, d'un microbe, ok. Mais il n'y a pas de prise directe de l'homme. Alors, est-ce que les deux sont comparés? Non, je ne pense pas. À la fin, on en revient à un problème de santé publique, c'est-à-dire un problème financier. C'est-à-dire une mort a un coût. Donc, plus il y a de morts, plus ça coûte cher à la société. Oui. Donc là, c'est pareil. On en revient. Mais 20 000 morts par an aux États-Unis par arme à feu, ça coûte combien? Ben, nettement moins que 51 milliards. Ben, obligatoirement. 20 000 morts face à 51 milliards, 300 000 emplois. Rien que d'un point de vue purement cynique et économique, hein, ça compte moins. Mais le problème n'est pas situé à cet endroit-là uniquement. C'est situé sur le plan philosophique, sur le plan de philosophie politique, de sécurité. Vous avez, je prends l'exemple de Hiroshima-Nagasaki. Vous avez deux écoles. Une école qui dit ça a fait 600 000 morts, c'est atroce. Et l'autre école qui dit ça a fait 600 000 morts, mais ça a permis de sauver 2 millions. C'est la même chose en disant oui, il y a des morts par an, mais si on ne donnait pas plus d'armes, il y aurait peut-être encore plus de délinquance. Vous ne pouvez pas savoir. C'est un discours positionné. Mais est-ce qu'il ne se pose pas la question, par exemple au Canada, qui n'est pas très loin, où l'arme est interdite, ils ont quand même beaucoup moins de morts qu'eux, alors que la Constitution... Ce sont deux contextes différents, deux fabrications de l'État différentes, deux approches différentes, deux populations différentes. Justin Trudeau est en train de mettre en place des registres pour dire on refuse des armes qui viendraient des États-Unis. D'accord ? Mais il faut que toute la frontière soit hermétique dans ces cas-là. Comme toute la frontière avec le Mexique, il faut qu'elle soit hermétique. Il y a 3000 armuriers dans le sud du Texas qui vendent des armes régulièrement. Cash, business. Donc, business is business, toujours. Mais il se trouve qu'au Canada, la structure politique, la structure sécuritaire n'est absolument pas la même. La construction des États-Unis face aux Indiens s'est faite totalement différemment que face aux Premières Nations canadiennes. Il y a eu des contextes différents. Donc, c'est pas, je ne pense pas qu'on puisse vraiment comparer. Bien sûr, il y a des éléments qui se rapprochent, mais ce n'est pas le même pays, ce n'est pas la même histoire. Ce sont deux approches, même philosophiques, assez différentes. Et puis, Justin Trudeau, à la tête de l'État, a décidé, et il n'y a pas nécessairement le même impact derrière d'un lobbying. Bonjour, merci pour la conférence également. J'avais moi une question pour revenir en fait sur le sentiment du sauveur en fait de la patrie à travers les armes, notamment quand on parle du mythe du citoyen, du cow-boy qui fait sa propre loi. Quand on dit justement le meilleur moyen d'arrêter un méchant avec une arme, c'est un good guy avec une arme. Du coup, je me demandais si c'était pas relié finalement dans l'esprit américain à vraiment un sentiment patriote, et est-ce que dans l'esprit américain justement on n'est pas patriote à partir du moment où on défend les armes? On ne peut pas catégoriser comme ça. Il y a des gens qui sont patriotes, excessivement patriotes, et qui ne sont pas pour les armes. Oui, mais c'est pour ça la question, c'est, je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'il n'y a pas justement cette représentation parfois dans l'esprit américain pour justement défendre les armes? Mais c'est ce que je dis. On ne peut pas dire dans l'esprit américain dans ce cas-là. Ça dépend de chaque État quand même. Et au sein des États, de chaque type de population. Le cow-boy, il n'est pas armé pour faire sa loi. Hein. C'est le shérif, ça. Le cow-boy, il est armé pour protéger son bétail.
Hein, c'est quand même ça au départ. C'est de la protection. Pardon ? Oui, bah, bien sûr. Mais donc c'est quand même... le cow-boy n'est pas un justicier. Il se défend. Donc c'est en ça qu'ils se sentent cow-boy. C'est un garçon de vache. C'est un vachier. Donc il va protéger son cheptel. Ben là, ils protègent leur terre. Mais ils peuvent être patriotes de différentes manières. Vous avez, selon les endroits, des gens qui disent « Oui, je suis un vrai patriote, donc je veux le protéger plus que d'autres. » Mais il y en a d'autres qui se considèrent comme des grands patriotes, qui le sont, et qui ne sont pas forcément pour les armes. Il faut vraiment... quand on prend le second amendement, là, ça touche tous les Américains, puisque c'est un texte constitutionnel. Mais dans la représentation de chacun, il faut éviter au maximum de mettre dans des cases systématiques les gens, parce que c'est ce qu'on fait, nous. C'est ce qu'on fait. Vous allez dire, aux États-Unis, on achète des armes où on veut. Ben, bon courage. Parce que dans certains endroits, oui, dans d'autres endroits, pas du tout. Donc ça dépend à chaque fois. Merci, effectivement, ça va rejoindre ce dont on parlait à l'instant. Vous parlez souvent d'un ADN américain qui aurait une espèce de fétichisme sur l'arme à feu. On voit quand même que c'est quelque chose qui est un petit peu plus nuancé que ça. Si on prend, enfin beaucoup plus nuancé que ça. Si on prend par exemple, vous avez parlé des Black Panthers, qui en 1967 en Californie ont fait une marche armée jusqu'au Capitole de Californie. Très vite, un homme politique a décidé d'interdire le port d'armes chargées aux États-Unis. Cet homme politique, c'était Ronald Reagan. Et beaucoup plus récemment, on voit que même ce deuxième amendement, en 2008, la Cour suprême, qui était une Cour suprême très conservatrice, n'a entériné le droit du port d'armes à tous les citoyens qu'à 5 contre 4. Donc on est quand même sur un débat qui est très, très nuancé, finalement. Donc du coup, je ne suis pas sûr que c'est une ADN d'une partie de l'Amérique. Mais de l'ADN américain, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus sujet à débat, à mon avis. Quand je dis ADN, c'est dans le texte du second amendement, qu'on le veuille ou non. Il est écrit. Bon. Après, que ce soit sujet à fluctuation, à mon avis, hein, à fluctuation électoraliste, clairement. Parce que c'est aussi un vecteur de voix. Donc, selon les domaines, selon les périodes, selon les territoires, ce sera plus sur les enjeux sécuritaires. Selon les périodes, d'autres plutôt électoralistes et politiques, d'autres géopolitiques interno-externes. C'est tellement sensible que ça peut être utilisé sur énormément de domaines. Et on peut voir... Enfin, moi, j'avais discuté avec un responsable de la NRA qui était venu en Europe, et il m'avait dit, moi, je suis d'accord, alors c'est une personne, hein, mais je suis d'accord que certains Américains portent une arme dissimulée sur la côte ouest. Je pense qu'il n'y a pas besoin sur la côte est. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de gangs sur la côte ouest. Oui, mais c'est quand même large, côte est, côte ouest. En revanche, si cet Américain va à l'étranger, oui, il faut qu'il ait le droit de porter une arme dissimulée dans le pays où il va. Mais pourquoi ? Parce que il est américain, donc il transporte sa nation avec lui. Voilà. Donc il y a vraiment de tout, mais certains sont vraiment persuadés, je suis sûr qu'ils sont vraiment persuadés de ce qu'ils disent. Et c'est ce qui les porte, c'est ce qui les tient. Après, il y a tout l'aspect électoraliste. À l'approche du midterm, il y aura des annonces. Mais les annonces qui sont faites avant et qui passent ou pas après, ça fait 50 ans. Depuis 68 et depuis la marche des Black Panthers, il y a eu ça. C'est justement pour ça que tout un ensemble de WASP se sont dit, justement, on veut s'appuyer sur le second amendement. Et comme je le disais, c'est à partir de ce moment-là que le second amendement est mis en avant. Avant 66-68, avant la lutte pour les droits civiques, le second amendement n'était pas réellement mis en avant. Oui, c'est ce que je disais. Les Black Panthers, pendant leur marche, ont aussi mis en avant leur droit au second amendement et apporté ces armes chargées. Et c'est quand Reagan les a vus débarquer au pas du Capitole qui s'est dit qu'on allait peut-être limiter les choses. Justement, on va pas catégoriser, parce qu'on va pas catégoriser les hommes. Donc on va pas. Mais c'est hyper important. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui vont tirer,
dans les endroits où elles ont plutôt été victimes de violences, mais comme ailleurs, hein, en France c'est pareil, elles vont chercher à connaître la défense physique par des arts martiaux ou par le tir, sachant que le tir c'est quand même plus pratique et plus rapide. On a une arme dans un état où effectivement on a le droit d'avoir une arme dissimulée. On va dire qu'en un mois ou deux, on peut globalement savoir tirer quand même. Un mois ou deux, c'est insuffisant pour savoir se défendre à main nue. Surtout s'il y a plusieurs personnes. Donc il y a beaucoup de femmes qui effectivement cherchent à être armées et voient ce moyen de manière assez légitime dans ces cas-là. Voient ce moyen de se défendre face à des populations, quelles que soient les origines, mais qui les attaquent, qui les braquent, qui les bousculent, leur manque de respect. Et on trouve de tout, mais pas partout. Donc parler des femmes aux États-Unis, c'est pareil que les hommes, il y a vraiment de tout, hein. Oui, très bien. Non, mais c'est très bien. Mais à ce moment-là, il faut calculer tous les enjeux que ça va. Moi, je l'ai dit, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. C'est-à-dire que si vous décidez de vous attaquer au fondement même, il faut accepter que tous les autres fondements soient attaqués. À mon avis, ça ne pourra passer que par ça, que par l'ensemble de la remise à plat de tous ces fondements sur lesquels les gens voteront. Mais combien il y aura de jeunes et combien il y aura de votants? Je vous apporte le regard cynique, hein, j'ai annoncé dès le départ. Cynique, pragmatique, réel. Donc peut-être que ça se fera, mais il faut accepter de tout remettre en cause. Merci. Sans remettre en cause le deuxième amendement créé par les pères fondateurs, en fait, on parle surtout de gun control, donc contrôler les armes, ne pas les interdire, la maîtrise. Et à une époque, ils avaient réussi à limiter, je crois, les chargeurs sur les pistolets. Ça ne pouvait pas dépasser 10 coups, je crois, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on ne peut pas se permettre de penser qu'ils vont petit à petit quand même arriver à limiter au sens... par exemple, est-ce qu'un citoyen doit détenir une arme automatique qui tire en rafale? Est-ce qu'on ne va pas pouvoir limiter les capacités des armes, des choses comme ça, c'est-à-dire des mesures périphériques sans interdire l'ADN, hein, enfin le fondement même? Est-ce qu'on ne va pas arriver quand même à limiter, enfin ils ne vont pas arriver à limiter un peu les choses quand même? Alors oui, probablement, par toute petite touche, à faire des petites limitations sur certains petits problèmes, qui vont permettre au final, sur plusieurs décennies peut-être, de limiter le nombre. Mais ça ne réglera pas le problème. Ça ne réglera pas. Quand vous comprenez que suite à Parkland, parce que c'est très... Il n'y a pas que Parkland, bien sûr, il y en a un tous les 2 jours, mais on en parle beaucoup, parce qu'il y a eu un étudiant qui a dit, bon maintenant stop. Mais suite à Parkland, d'accord, on va limiter les bump stocks. J'avais expliqué, c'est un mécanisme qui évite de tirer en rafale. Mais quand vous faites une tuerie, que ce soit en rafale ou en coup par coup, il y a plus de morts en coup par coup, parce que c'est plus précis. Et donc, pour éviter ça, on va voir pour les bump stocks, mais pour être sûr de limiter l'impact, parce que c'est souvent une étude d'impact, de limiter l'impact en termes de morts dans une université, armons les enseignants. Mais en fait, on regarde ce qui se passe, nous, on observe, c'est tout. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. C'est une conséquence de leur manière de voir. Donc, armons-nous encore plus. Et on n'a pas la preuve que oui ou non, ça va être pire qu'avant. On ne sait pas. Parce que peut-être que dans 2 semaines, un autre va arriver dans une université et il y aura un enseignant qui aura une arme, boum boum, et au lieu d'avoir 20 morts, il y en aura 2. Cynisme, hein, toujours. Mais il vaut mieux 2 que 20. Et peut-être que sur les parents des 18 autres,
seront à la télévision pour dire merci beaucoup d'avoir armé parce que notre enfant est vivant maintenant. C'est une manière de voir complètement différente. Et là, probablement qu'il y aurait effectivement des émissions où il serait mis en avant. Je veux dire, la foule aurait pu avoir justement des armes tant qu'elle voulait. Il n'y aurait eu aucun moyen de riposter. Enfin, je veux dire, ça dépend aussi des cas et je veux dire, on ne peut pas lutter en armant. Tactiquement, c'est pas vrai. Parce que, alors au 20e étage, ils tiraient, je crois, pour certains au calibre 50. Donc ça fait des dégâts, hein, c'est à 12,7. Si vous avez un fusil d'assaut et vous visez, au moins vous risquez de lui faire baisser la tête. Avec un peu de chance de le toucher, de le blesser ou de le faire partir. Oui, c'est ça quand même. C'est du combat urbain. C'est du combat urbain. Et puis le risque, c'est sur un cas particulier, de faire une réponse globale. Ah, il y a eu un homme au 20e étage, ou plus, je ne sais plus, qui tirait et qui a tué, je ne sais plus, 50 personnes. Et donc, à cause de ça, il faut faire ça. Non. Non. Si le problème veut vraiment être résolu à un moment donné, ou du moins nettement amoindri, il faut repartir bien au-dessus. Pas s'appuyer sur le côté tactique, purement, du terrain. Il y a eu ça, parce qu'à chaque fois, ce sera différent. La configuration sera à chaque fois différente. Donc, il y aura à chaque fois des nouveaux amendements de loi, des nouveaux textes, et qui vont à chaque fois donner un imbroglio, au final, qui sera totalement incompréhensible. Et c'est ce qu'il y a eu en France. Entre 1939 et 1995, et de 1995 à 2012 avec la nouvelle loi. Et en 2012 a été votée une nouvelle loi disant maintenant tout ce qui a été avant c'est fini, on fait une nouvelle loi moderne. C'est son nom. Voilà, sur la directive européenne de 91. Donc, mais c'est une directive européenne qui prévaut sur les lois nationales. Mais aux États-Unis d'Amérique et fédérales, le second amendement prévaut quand même sur les lois étatiques. 2000 à peu près. Par arme à feu, 1800 suicides, 200 homicides, dont 20 à Marseille. Si je dis ça, c'est pas pour faire dans l'humour, c'est pour remettre dans le contexte. Vous avez une focalisation médiatique sur les morts par arme à feu, c'est un peu logique. Mais vous dites 20 morts cette année à Marseille. Oui, c'est-à-dire 1% des morts. Donc il faut toujours regarder les chiffres dans leur contexte annuel ou territorial. Globalement, 200 hommes. Oui, on va dire globalement. Une dernière rapidement, puisque vous nous avez rappelé que c'était quand même un gros marché, hein, 50 milliards de dollars par an. Est-ce que vous pensez que ce qui commence à s'amorcer après Parkland, vous avez mis sur une slide, je crois, vous avez parlé de Dick's Sporting Goods, qui s'était déjà engagé d'ailleurs après Sandy Hook, de Walmart, mais aussi on a des soutiens financiers de la NRA qui commencent à les déserter. Est-ce que vous pensez qu'un tel mouvement pourrait peut-être amoindrir un peu la force de ce lobbying en coupant un peu du capital de... Oui, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est ce qui va se passer, mais que d'autres lobbying se mettront en place, notamment par des industries de fabrication. C'est normal. Il y aura juste une augmentation, un rééquilibrage. Mais Lockheed va certainement... Non, les armuriers européens c'est pas du tout la même manière de voir. Ah, les industries... Non, ce sont deux contextes totalement différents, vraiment. Il ne faut pas comparer tout le temps. Parfois, c'est intéressant, mais le socle états-unien sur l'approche des armes à feu est vraiment particulière et spécifique. Oui, c'est pas grand-chose par rapport aux grandes firmes, hein, voilà, qui assurent les 300 000 emplois.